Bonjour et bienvenue dans ce cours de l'UE Animation, Corps articulé et moteur physique. Ce cours s'intéresse à la partie contrôle de mouvement. On va commencer par un petit rappel de certains fondamentaux de l'animation basée physique et interactive. Si vous avez assisté à l'UE correspondante l'année dernière, vous devez reconnaître qu'il y a plusieurs composants très fondamentaux lorsqu'on fait de la simulation basée physique. Le premier composant, c'est le simulateur lui-même, le simulateur physique étant réel. Dans ce simulateur, y sont intégrées les lois du mouvement qui nous permettent de calculer et de générer du mouvement. L'intégration numérique qui permet d'avancer, de calculer les positions en fonction des vitesses et les vitesses en fonction des accélérations. Et également de traiter et détecter les collisions entre les typiquement corps rigides qui sont dans la simulation et d'appliquer certaines contraintes, en particulier de rotation et de position entre certains corps. Un autre composant, c'est évidemment l'ensemble des objets physiques à animer. Typiquement pour nous, ce seront des corps rigides qui vont, pour certains d'entre eux, être articulés entre eux. Donc il y aura des contraintes articulaires entre certains corps rigides. Dans ces corps rigides sont associés des masses et des inerties, et pas seulement uniquement la cinématique. Donc on va pouvoir agrémenter nos objets de données physiques. Donc les masses et les inerties pour pouvoir les faire déplacer dans un environnement physique, et puis les primitives de collision pour être capable de calculer, détecter et traiter les collisions entre ces objets. La troisième partie, le troisième composant fondamental qui nous permet de faire de l'animation, de la simulation interactive basée physique, et évidemment ce qui va lier les deux, donc là le simulateur et les objets, donc qui est le contrôleur qui va calculer les valeurs des actionneurs. Je vais juste en reparler juste après. Donc ici les moments et les forces qui sont appliqués sur les corps pour être capable de les faire bouger comme on veut qu'ils bougent. Voilà comment s'articulent les trois composants. Donc on a le simulateur qui fait les calculs, on a les objets qui sont les choses qu'on veut faire bouger, et puis on a le contrôleur qui va appliquer les bonnes valeurs sur ces objets dans le simulateur pour pouvoir obtenir le mouvement qu'on a envie d'obtenir. Ces actionneurs, petit rappel sur ce qu'ils peuvent typiquement être. On a un actionneur très classique qui est l'actionneur du moment aux articulations. Donc lorsqu'on a un personnage qui a le bras voilà, un peu plié, si on veut le plier encore plus, eh ben, on va appliquer un moment à l'articulation du coude. Et comme ça, le personnage va plier son coude. Donc un moment, c'est une force rotationnelle si vous voulez. Donc qui va générer de l'accélération angulaire le long du degré de liberté du coude. Et comme ça, le personnage va plier son bras. Donc ça, c'est l'actionneur moment aux articulations. D'accord? Et donc là, le personnage se déplace. On est également capable d'appliquer des forces externes sur notre personnage. Donc pour pouvoir créer le même mouvement de pliage de coude, on va pouvoir appliquer une force externe sur à peu près la main ou sur le haut du bras de notre personnage en tout cas. Et si tout le reste est bloqué, évidemment, le personnage va bien plier son coude. D'accord? Donc ça, on peut évidemment produire le même mouvement en appliquant des forces directement sur les corps rigides. On a un troisième actionneur qui fait le lien avec les deux premiers, entre les deux premiers, qui sont les forces virtuelles, où l'idée c'est qu'on veut être capable de générer le mouvement qu'on va obtenir lorsqu'on va appliquer la force externe, donc pour pouvoir plier le coude, mais on s'interdit d'appliquer cette force externe, puisque du coup ça ne correspond à rien dans la réalité. Le personnage, l'humain, pour pouvoir plier son coude, il n'y a personne qui pousse sur ses bras pour qu'il puisse plier son coude. Donc pour qu'il y ait un réalisme plus grand au niveau du fonctionnement réel des choses, on va vouloir utiliser ces forces virtuelles, donc faire comme si on contrôler le personnage en lui appliquant des forces externes, mais en fait, on va calculer les forces aux articulations correspondantes qui vont permettre de produire le même mouvement. Donc ici, à partir de notre force externe, on va en fait calculer le moment à l'articulation du coude qui nous permet de générer le même mouvement que celui qu'on aurait obtenu en appliquant la force externe. D'accord? Donc ceci permet d'avoir un contrôle qui est basé sur ce que les articulations produisent comme mouvement, et non plus juste par des forces un peu magiques qui viendraient de l'extérieur.
On peut imaginer encore plein d'autres actionneurs différents. On peut par exemple imaginer que le mouvement n'est plus produit par un petit moteur au niveau de l'articulation, ce qui est fait les moments articulaires. Mais en fait, lorsqu'on réfléchit un peu plus à d'où vient le mouvement vient dans le corps humain de la contraction de muscles qui connectent les corps rigides. Donc du coup, on peut imaginer avoir un modèle de ces muscles et d'être capable de contrôler nos actionneurs à travers l'application de ces forces musculaires. Donc si on a un muscle qui connecte les deux parties de notre bras et qu'on contracte notre muscle en appliquant des forces de contraction le long de notre muscle, eh bien on va avoir, encore une fois, notre coude qui va se plier, et non plus en appliquant un moment à l'articulation, mais en contractant le muscle qui contrôle, qui passe au-dessus de cette articulation. Et on peut aller encore beaucoup plus loin sur l'origine du muscle, parce que finalement, le muscle il se contracte pas comme ça non plus par magie. Il y a un signal électrique qui est envoyé par le cerveau pour pouvoir voilà, créer ces forces musculaires, pour pouvoir dire aux muscles qu'il faut qu'ils se contractent. Donc on peut très bien imaginer aller encore au-delà et d'essayer d'avoir un modèle de ce mode de fonctionnement-là, de signal électrique qui viendrait du cerveau. Et on peut remonter comme ça jusqu'à l'origine du mouvement le plus haut possible. Alors évidemment, dans la plupart, la très grande majorité des applications des simulateurs basés physiques, on n'a pas envie d'aller jusque-là. Même les forces musculaires, c'est un peu limite, ça se cantonne au domaine de la recherche. Donc du coup, on peut s'imaginer que finalement, travailler avec tout simplement les forces aux articulations, ça marche très bien pour la plupart des choses qu'on a envie de faire. Petit retour sur la force virtuelle et la manière dont elles sont calculées. Donc l'idée ici, c'est qu'on a une force F externe qu'on applique à une position P sur un corps rigide articulé, qui est ici la barre blanche. Le corps rigide articulé, donc son articulation, elle est en position B, c'est le rond rouge, et le degré de liberté, donc l'axe autour duquel on est autorisé à tourner, c'est l'axe A qui est ici perpendiculaire à l'écran. L'application de cette force F donc, va faire tourner notre bras, notre corps rigide blanc autour de l'axe A et va produire, après un certain temps, un angle par rapport à la position originelle où a été appliquée la force. Donc c'est la deuxième barre blanche qui est la position du corps rigide plus loin dans le temps. Donc l'idée ici est de calculer le moment qu'il faut appliquer au niveau de l'articulation B, autour de l'axe A, pour faire tourner le corps rigide de la même manière, donc dans la même direction, avec la même force, que si on avait appliqué cette force F à la position P. Donc ce moment, c'est le produit scalaire entre le produit vectoriel entre l'axe de rotation A, normalisé, s'il ne l'est pas, donc le produit vectoriel avec le vecteur BP. Donc, on voit bien ici que du coup, plus la position P est loin de B, donc du coup, plus la norme de ce vecteur BP sera grande, et donc du coup, plus le moment qui sera produit sera grand. Oui, c'est ce qu'on appelle le bras de levier, dans la vie courante. Plus la position P est loin, plus on va avoir un bras de levier grand. Et puis ce vecteur qu'on obtient là, qui est le produit vectoriel des deux, qui est du coup le vecteur qui indique dans quelle direction P va se déplacer lorsqu'on va tourner autour de A, autour de A en position B. Et bien du coup, on fait le produit scalaire avec la force F pour voir quelle est la coïncidence entre ces deux vecteurs-là. Évidemment, s'ils sont exactement dans la même position, on va complètement utiliser l'entièreté de la force pour pouvoir tourner. Et puis si par exemple ils sont à 90 degrés, du coup on ne va pas du tout tourner autour de notre position P, puisque ça ne ferait pas du tout aller dans la bonne direction. Voilà, donc ici le moment va être obtenu en faisant ce calcul-là. Tous ces termes-là, donc ça on a vu l'exemple avec juste
un corps rigide avec une aire qui tourne autour d'une articulation. Évidemment, l'idée, c'est de généraliser ça pour un ensemble de corps rigides polyarticulés, donc avec une articulation entre chaque corps rigide. Et bien en fait, chacun des termes, donc le A, produit vectoriel avec les vecteurs BP, va décrire la variation de la position P, donc la position d'application de la force, par une rotation autour de A en B. Donc il suffit juste de changer le A et le B pour décrire la rotation qui va être produite en fonction des différentes articulations dans la suite de corps rigides articulés. D'accord. Donc quand on a plusieurs corps et qu'on veut évidemment calculer ce moment-là à chacun des degrés de liberté de la suite d'articulation, et ben on va mettre tous ces termes dans une matrice, on va les rassembler dans une matrice. Donc on voit ici juste en dessous, hein, qui s'appelle le JT, enfin parce qu'on regarde la transposée, nous ce qu'on regarde. Donc on regarde la transposée de cette matrice-là, donc on voit du coup où chacune des lignes, c'est le vecteur A normalisé avec le produit vectoriel avec le BP, donc P moins B, pour chaque I, donc AI, si les axes sont différents entre chaque degré de liberté, et puis BI, c'est évidemment, en général, les positions B sont différentes pour chacune des articulations. Et ben on s'aperçoit que chacune des lignes de cette matrice, ça va être la description de la dérivée partielle de la position P en fonction de la rotation autour de l'axe, autour du degré de liberté. Donc chacune des lignes est complètement indépendante. Et puis lorsqu'on veut calculer l'ensemble des moments qui sont appliqués pour chacun des degrés de liberté, et ben il suffit juste de multiplier la transposée de cette matrice J et de la multiplier avec la force F. Donc cette matrice-là, on l'appelle du coup la transposée de la jacobienne, puisque J était la jacobienne, donc là on ne voit que la transposée, mais il suffit de reprendre la transposée de celle-là, et donc on a la jacobienne. Et donc ce qu'on utilise, nous, c'est la transposée de la jacobienne. Voilà, donc ça c'est un moyen assez simple et rapide pour être capable de calculer des forces virtuelles. Ok, donc ça ce sont les petits rappels des fondamentaux de la simulation basée physique, donc qui doit être un rappel pour ceux qui ont suivi l'UE l'année dernière en M1. Et donc maintenant on va s'intéresser à la partie, le troisième élément composant fondamental du simulateur, qui est le contrôleur de mouvement. On va regarder trois conceptions, trois architectures différentes de contrôleurs. L'année dernière, on n'en avait vu qu'un seul, c'est le premier, mais sur lequel je vais faire des rappels et rajouter des informations. Donc on va voir une première conception, une première architecture, hein, qui se base sur le contrôle dans l'espace des articulations. Donc qui est en fait basé sur un simulateur qui va regarder l'état courant de notre simulation, et en particulier les valeurs des angles autour de chaque degré de liberté qu'on veut contrôler, et d'essayer de corriger ou de faire un suivi de pause, enfin en gros de contrôler le mouvement à partir de l'état cinématique de la chaîne qu'on veut contrôler. Une deuxième architecture qu'on va regarder, c'est d'essayer de faire le contrôle du mouvement à partir d'un réseau de réponse à un stimulus, un peu le terme général. En gros, c'est faire du réseau de neurones ici pour être capable de générer le mouvement. Mais c'est pas forcément exactement que ça, donc je dirai quelques mots sur les autres approches qui rentrent dans ce cadre-là. Et puis également une conception qui va essayer de faire de l'optimisation. Donc ça s'appelle l'optimisation de dynamique contrainte, puisque c'est ça en fait, c'est qu'on va avoir notre simulateur qui va être fortement contraint par beaucoup de choses, on verra tout à l'heure quoi, et on va essayer de calculer les valeurs optimales des actionneurs qui nous permettent d'obtenir le mouvement qu'on veut obtenir. Donc je vais rapidement présenter du détail de chacune des trois de ces conceptions, de ces architectures. Alors le premier, qui est le plus classique, hein, le plus facile à utiliser, à implémenter, et qui est aussi un peu le plus logique lorsqu'on essaye de réfléchir à comment on pourrait finalement obtenir un mouvement et contrôler un mouvement. Le but ici, donc vous le voyez dans le schéma, hein, c'est qu'on a toujours, la chose qu'on veut faire, c'est toujours générer du mouvement à partir d'un certain nombre de paramètres de contrôle qui sont très haut niveau. Donc par exemple, on veut que notre objet ou nos objets ils aillent dans cette direction-là.
Si c'est un personnage, évidemment, on veut par exemple qu'il fasse une certaine action, qu'il marche, qu'il court, qu'il saute, qu'il aille à droite, à gauche, etc., etc., qu'il aille plus ou moins vite. Donc tout ce genre de contrôle au niveau qu'on veut avoir. Et donc le but du contrôleur, mais ça ce sera le cas pour les trois architectures, hein, ce sera d'être capable de produire le mouvement avec ces paramètres uniquement à partir de ces paramètres de haut niveau. Donc cette architecture-là, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est qu'elle va se baser sur un mouvement de référence. Donc c'est ce qui est appelé en haut à gauche ici le time-based reference pose. Donc on a une pose de référence qu'on va utiliser. Donc on part pas de rien, on part pas de zéro mouvement, d'accord? On a un mouvement de référence, on a quelque chose sur lequel on se base. Et puis on a évidemment l'état courant de la simulation, donc le sensor data, donc toutes les données qu'on peut récupérer de notre simulateur. En particulier évidemment la pose courante, donc ce qu'on a, l'état, dans quelle pose est notre personnage actuellement. Typiquement c'est ça. Et puis on a un bloc dont le but va être d'essayer de suivre cette pose de référence. Et puis en plus de suivre cette pose de référence, d'essayer de gérer des choses additionnelles, et en particulier l'équilibre ici, qui est quelque chose qui est souvent désiré. Donc ce composant de contrôle de l'équilibre et de la pose, et du suivi de la pose, va nous générer une pose à atteindre, d'accord, donc qui sera une pose équilibrée, et une pose qui correspond assez proche aussi du mouvement de référence. Et puis on va comparer cette pose désirée avec notre pose courante. Et puis on a un mécanisme qu'on a déjà vu l'année dernière, mais je vais le rappeler, assez classique pour être capable de gérer des données d'actuateurs en fonction de la différence entre la pose désirée et la pose courante. Donc ça s'appelle de manière générale un contrôle de feedback local, mais donc on va voir que c'est implémenté quasiment exclusivement toujours de la même manière par des PD contrôleurs. Donc voilà, donc une fois qu'on a ce contrôle de feedback local, on va générer les valeurs des actuateurs, donc que ce soit des moments articulaires, des forces externes, des forces virtuelles, des forces musculaires, etc. etc. Donc n'importe quoi, donc ça c'est indépendant de ce qu'on a choisi comme étant les actuateurs. On va les appliquer, et là c'est la partie, le composant évidemment simulateur physique, qui va prendre le relais, qui va appliquer les valeurs de ces actionneurs, et qui va faire avancer la simulation à son prochain pas de temps. Et puis évidemment au prochain pas de temps on va recommencer la boucle, on va récupérer des nouvelles données de capteurs qui seront typiquement la nouvelle pose, la pose suivante, et qui sera fournie aux composants du contrôle de l'équilibre et de la pose, et du contrôle local, etc., etc. Et donc ça fonctionne évidemment en boucle pour chacun des pas de simulation. Le calcul de ce feedback local là, hein, de manière très générale ou quasi exclusivement, on va dire, on va utiliser ce qu'on appelle des régulateurs proportionnels et dérivés, donc PD control en anglais. On l'a vu aussi l'année dernière, hein, la formule pour être capable de faire ce calcul. Donc là on se base dans le cas où nos actionneurs ce sont des moments articulaires, parce qu'on a appelé ça taux, hein, à gauche du égal. Donc on va dire que un moment autour d'une articulation va être calculé à partir de la différence entre la pose désirée et la pose courante, mais également entre la vitesse désirée et la vitesse courante. Donc la vitesse, la pose courante c'est le θd, la pose désirée c'est le θd, pardon, la pose courante c'est le θ tout court, la vitesse désirée c'est le θd point, et puis la vitesse courante c'est le θ point. Donc on fait juste la différence entre les deux, hein. Ça ce sont des scalaires, hein. C'est des angles autour de chaque degré de liberté. Donc évidemment cette formule-là est calculée pour chaque degré de liberté de manière individuelle. Donc on fait la différence entre l'angle désiré et l'angle courant. Donc en gros, plus on est loin de là où on veut atteindre, plus la différence sera grande. Plus on est proche, plus ce sera proche de 0. Et puis pareil pour la vitesse. Et puis on va multiplier ces deux quantités-là par chacun ce qu'on appelle un gain, donc une valeur également scalaire, donc Kp et Kv, donc le P pour la position, V pour la vitesse. Donc qui sont des valeurs scalaires qui vont réguler le contrôleur et le comportement du contrôleur en fonction de cette différence de pose. D'accord ?
Donc des grands gains vont nous dire qu'on va vouloir avoir une réaction très, très vive, très, très soudaine. Par contre, évidemment, des valeurs trop grandes peuvent du coup générer des moments qui seront trop importants et qui du coup apparaîtront du coup pas du tout naturels. Et à l'opposé, des valeurs trop petites nous permettront pas de générer suffisamment de moments pour être capable d'atteindre la cible qu'on veut avoir. Donc il y a évidemment tout un jeu de trouver des valeurs correctes pour ces valeurs de gain. Et ce sera aussi l'un des objectifs du TP de cette partie de l'UE. Une manière dont est traitée la prise en compte de la pose de référence, je vous ai dit tout à l'heure que cette architecture-là va se reposer sur le fait qu'il y a un mouvement cible, il y a un mouvement, il y a quelque chose derrière, on ne part pas de zéro. De toute façon, pour qu'on ait un θ d dans notre PD contrôleur, il faut bien qu'il y ait une cible quelque part, une pose cible. Donc la pose cible, elle est générée par le composant qui va la générer, d'accord, qui pour nous s'appelait le balance and pose control. Donc il va effectivement utiliser le fait de regarder si le personnage est en équilibre ou pas. Mais il y a aussi la partie suivie de mouvement. Et il y a donc du coup plein de moyens différents de récupérer un mouvement sur lequel on veut se baser pour produire le mouvement basé physique. Et l'un de ces mouvements-là, évidemment, de ces moyens-là, c'est d'utiliser du mouvement qui nous vient de l'extérieur, qui a été capturé ou bien fait à la main, c'est pas important, dans lequel on peut par exemple les mettre dans ce qu'on appelle une machine à état. Donc c'est ce qu'on voit ici. C'est que pour être capable de générer un mouvement et que ce mouvement fasse des choses différentes, un vrai mouvement, et pas juste essayer de faire en sorte que le personnage ou la chose à animer atteigne juste une pose et ensuite c'est fini, on ne fait plus rien. L'idée ici, c'est évidemment de pouvoir avoir une séquence de mouvements à suivre, de telle façon d'avoir plusieurs choses à faire les unes à la suite des autres. Donc du coup, un moyen de faire ça, c'est de les mettre dans une machine à état, où en gros, chacun des états d'une machine à état, c'est une pose différente, et on va passer d'un état à un autre, en fonction de là où on en est, et du coup, on va pouvoir avoir un vrai mouvement, et si cette machine à état, elle crée un cycle, c'est une machine cyclique, et du coup, on va pouvoir avoir un mouvement perpétuel, puisqu'on va tourner dans notre machine à état de manière infinie, jusqu'à ce que l'utilisateur en ait marre et veuille sortir par exemple, ou changer de machine à état, passer dans une autre machine à état. Et donc du coup, on va comme ça décrire un mouvement cible à partir de quelques poses clés uniquement, donc une pose clé par état. Donc on n'aura pas forcément énormément des dizaines et des dizaines d'états dans notre machine à état. On aura juste quelques-uns, juste suffisamment d'états pour être capable de générer l'entièreté de tout le mouvement. Évidemment, il va y avoir des transitions entre ces états, donc entre ces poses clés. Elles peuvent être de différents ordres. On peut très bien imaginer que c'est lorsqu'il se passe un certain événement dans notre simulateur qu'on va changer d'état, qu'on va changer de cible. Par exemple, on peut imaginer que si on a un humanoïde à faire, un bipède à faire marcher, c'est l'état de l'appui des pieds au sol qui va passer d'un état à un autre. Si dans notre machine à état, on l'a construit notre machine à état de telle manière que on va avoir notre pose cible, notre prochaine pose cible, qui est la pose pour atteindre le prochain appui, et du coup on aura cet événement d'appui qui va nous changer notre état. Donc du coup, lorsqu'on a un pied qui commencera à toucher le sol, on va changer d'état, et puis lorsqu'il va se soulever du sol, on va rechanger d'état, etc., etc. On peut imaginer beaucoup d'autres choses, donc on peut imaginer juste un temps qui passe. Donc là, c'est ce qu'on voit dans la figure en bas à droite. Là, on a deux types d'événements dans notre machine à état qui a 4 états. On a 2 états qui sont uniquement basés sur le temps qui s'est passé, 0,3 secondes. Donc après 0,3 secondes, on change d'état, quoi qu'il arrive. Et puis les 2 autres qui sont du 1 au 2 et du 3 au 0, qui sont eux basés sur des événements qui sont le pied droit pour 1, 2 et le pied gauche pour 3, 0 à toucher le sol. On peut imaginer d'autres choses, genre ma cheville est passée à la verticale de mon centre de masse, mon centre de masse est passé quelque part, etc. etc.
On peut imaginer évidemment plein de données, plein d'événements cinématiques qui peuvent être utilisés pour créer ces transitions. Et puis finalement, donc, comme on va avoir, là par exemple on n'a que 4 poses clés, évidemment lorsqu'on passe d'un état à un autre, là, lorsqu'on change de pose cible, lorsqu'on passe par exemple du 0 au 1, et que du coup le prochain état c'est le 2, on essaye d'aller au 2, et on le fera lorsqu'on aura le pied droit qui aura touché le sol. La différence d'état entre l'état 1 et l'état 2, ou entre le 0 et l'état 1, elle est très différente. Vous voyez la visualisation des petites figurines là, on voit bien que les états sont quand même assez différents. Donc si on demande à un PD controller de générer les moments qui nous permettent de passer de la pose 0 à la pose 1 de manière brutale, directement, en changeant directement la pose cible, et ben on va générer, la différence de pose sera énorme, et donc du coup les PD contrôleurs vont générer énormément de moments. Donc ça veut dire que le personnage va essayer tout de suite, dès qu'il change d'état, d'aller de manière très forte à son état final qui est l'état 1, ou l'état 2. Et donc du coup ça va pas du tout fonctionner. Donc c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut de manière progressive passer de l'état 0 à l'état 1, et d'essayer de le faire en 0,3 secondes, ou en tout cas après 0,3 secondes, on va avoir le changement qui va s'effectuer. Donc du coup, cette progression, c'est de faire en sorte que voilà, on atteigne de manière progressive le prochain état. On va le faire en faisant une interpolation entre la pose actuelle, d'accord, celle qu'on a lorsqu'on a fait le changement d'état, et puis la position cible du prochain état dans la machine à état. Cette interpolation, elle peut se faire de plein de manières différentes. Elle peut se faire juste par palier, très simple, c'est un petit peu moche. Elle peut se faire très facilement de manière linéaire, ça c'est très facile à coder, très facile à imaginer, et ça marche plutôt pas mal. Il peut se passer des petites choses un petit peu étranges en début et fin lorsqu'on change d'état, parce que du coup le linéaire ça arrive un peu sec sur la valeur cible. Donc on peut très bien imaginer faire des choses un petit peu plus lissées, et donc d'avoir des courbes au moins cubiques, pour qu'on arrive de manière un petit peu plus fluide sur la fin de notre état. Et puis après, il y a d'autres courbes avec éventuellement d'autres degrés que cubiques, ou d'autres fonctionnalités qui peuvent être implémentées pour avoir des transitions un petit peu plus réalistes. Voilà, donc ça c'est l'un des moyens pour avoir un mouvement de référence qui est à suivre, qui peut être évidemment corrigé par l'étape ou modifié par le composant de contrôle d'équilibre et de pause. En particulier, évidemment, si on s'aperçoit que l'état cible interpolé là est un état qui ne nous permet pas d'avoir un mouvement équilibré, et bien on va s'autoriser à modifier ce mouvement cible pour le rendre équilibré. Petite illustration de ce qu'on vient de dire là du coup, avec une architecture qui utilise une machine à état, une gestion de l'équilibre, et des moments articulaires, donc où les actionnaires sont des moments articulaires. Donc on voit ici qu'on a notre petit personnage, là qu'on avait dans la même figure que tout à l'heure, hein, où il y a pas mal de machines à état différentes pour faire différentes actions possibles, de la marche, de différentes façons, de courir, du saut, etc. etc. Donc l'utilisateur est ici capable de passer d'une machine à état à un autre, de manière très, très rapide. Et puis c'est la différence d'état. Donc vous voyez que là, en général, il y a 4, 5, 6 états dans une machine à état pour être capable de faire l'entièreté de tout un mouvement cyclique. Vous voyez qu'elles sont quasiment toutes cycliques, hein, les machines à état ici. Et donc du coup ça fonctionne très très bien, c'est très très stable, c'est très rapide également. Là on voit d'ailleurs qu'on applique une force externe pour voir si c'est un petit peu robuste à ces choses là. Ça l'est. Pourquoi c'est aussi nativement très robuste à ce genre de perturbation, donc de force externe, puisque c'est basé sur du PD control, et que le PD control par nature c'est quelque chose dont le but est de corriger des erreurs, puisque on génère un moment en fonction de la différence par rapport à une pose cible. Donc si on a une perturbation, notre pose courante va changer, la pose cible ne change pas, donc c'est juste que le PD contrôleur va juste utiliser une valeur différente pour la pose courante, mais toujours de manière très naturelle, on va toujours générer un moment qui va nous permettre d'aller dans la bonne direction, quel que soit l'état dans lequel on est, si c'est un état perturbé ou pas perturbé. Donc finalement, cette approche-là est très très robuste à ce genre de perturbation externe. Alors un tout petit peu attention, hein, donc c'est vrai que ce qui peut être imaginable assez facilement, c'est d'utiliser du coup des mouvements
capturer des mouvements réels dans notre machine à état. Alors un tout petit peu attention, ça marchait très bien, donc vous avez dû le voir dans la partie de l'UE précédente ou même l'année dernière, hein, avec des graphes d'animation ou des choses comme ça, qui étaient en général basés sur des mouvements qui ont été capturés ou en tout cas faits à la main par des animateurs de manière très précise. Il faut faire un tout petit peu attention lorsqu'on fait de l'animation basée physique. Parce que on n'oublie pas que notre personnage, qui est un ensemble de corps rigides articulés avec des masses et des inerties et des primitives de collision, ça c'est une approximation très forte. Donc il y a beaucoup de grosses approximations qui sont faites dans notre personnage, qui évidemment fait en sorte que notre personnage virtuel va être très différent, assez différent, de la vraie personne, si c'est un mouvement qui a été capturé sur une vraie personne, hein, donc il va être très différent de la vraie personne qui a vraiment fait le mouvement. Donc il y a très très peu de chances pour que, en rejouant directement un mouvement capturé dans un environnement physique, on ait notre mouvement qui fonctionne de manière bien et qui ne tombe pas et que les contacts sont proches, etc., etc. Il y a très 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 peu de chances parce qu'il y a beaucoup d'approximations qui sont faites à la fois dans le modèle de la personne, également dans le simulateur, d'accord, qui fait aussi beaucoup d'approximations. En particulier, la phase de calcul et de détection et de gestion des collisions, elle est en général pas forcément, elle est faite pour être faite de manière très rapide, pour qu'on puisse faire des simulations en temps réel. Elle est par contre assez moyennement réaliste. Donc du coup, on a comme ça des grosses différences entre le monde réel et le monde virtuel, qui fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a assez peu de chances que ça marche sans avoir à rien à faire de particulier là-dessus. Donc en général, au minimum, il faut dans notre contrôleur avoir un composant dont le but est de faire en sorte qu'au moins, par exemple, on a l'équilibre qui soit assuré. Et donc on va avoir un contrôleur dont le but unique est de calculer des moments aux articulations qui va nous permettre de conserver l'équilibre. D'accord ? Donc au minimum, si ça n'est faire plus que ça, pour avoir une meilleure correspondance entre pour compenser les approximations qui sont faites sur le personnage et par le simulateur, d'essayer de compenser ces approximations par des composants qui vont calculer des forces et des moments à appliquer pour faire cette compensation. Ok, petit bilan sur l'approche du contrôle des articulations. C'est quand même quelque chose qui est assez intuitif, puisqu'on imagine bien que un mouvement peut être défini par les valeurs des valeurs des angles aux articulations. Donc du coup, forcément, si le contrôle se fait de manière individuelle basée sur ces articulations, il y a un lien assez direct entre ce qu'on peut imaginer être un mouvement, enfin en tout cas une définition du mouvement et une modélisation du mouvement, et puis son contrôle. Donc c'est assez facile à comprendre, à implémenter, et du coup à faire du contrôle. C'est très proche de ce qu'on imagine faire lorsqu'on fait de l'animation cinématique, donc on donne directement les valeurs aux angles. Là évidemment on s'interdit de donner des valeurs aux angles, il faut quand même appliquer des forces et des moments pour générer du mouvement et changer les valeurs aux angles. Et c'est quelque chose qui est très robuste, comme je le disais, aux perturbations, puisque de manière naturelle, on a notre feedback local, là, dont le but est de gérer des différences de pose. Donc si une partie de ces différences vient de perturbations, il n'y a rien à faire de particulier pour gérer ça. Petits inconvénients, c'est quand même finalement que ce feedback-là et ce contrôle, ces PD contrôleurs, ils sont faits de manière individuelle et complètement décorrélée pour chacune des articulations. D'accord ? Il y a aucun contrôle global. C'est le mouvement est produit par un contrôle qui est fait de manière complètement indépendante entre chacune des articulations, sans vision globale, sans stratégie globale de contrôle. Donc du coup, il n'y a aucune coordination entre les articulations. Ça peut être un problème parce que du coup, ça va potentiellement produire des mouvements qui ne sont pas forcément très réalistes, puisqu'ils seront uniquement localement corrects, mais évidemment, il n'y aura aucune coordination entre les articulations. Un autre inconvénient, c'est que ça c'est aussi dû au PD control, mais aussi dû au fait qu'il y a un mouvement d'entrée qui est utilisé, c'est que ça va nécessiter un certain nombre d'ajustements manuels ou automatiques ou semi-automatiques, et que les mouvements, donc s'il n'y a pas
beaucoup plus de composants que ça, vont pas forcément être très naturels, vont être un petit peu robotiques, donc un peu bruts. C'est la manière dont fonctionnent les PD controllers. Donc si on utilise un PD controller dans cette architecture-là, et c'est souvent comme ça que c'est fait, ça produit des résultats qui ne sont pas forcément très naturels, mais c'est la nature même du PD control qui fonctionne comme ça. Ok. On va passer à une deuxième conception, donc deuxième architecture possible du contrôleur, qui est le contrôle par réseau de réponse à stimulus. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir une évolution, en gros, c'est du contrôle par réseau, un réseau de neurones, c'est de l'évolution génétique du contrôleur. Et le contrôleur, donc ça marche maintenant avec une boîte noire un peu, d'accord. Donc on n'a plus de PD control qui vont se faire à chacune des articulations. Ici, on va avoir un petit peu une boîte noire de comment le fonctionnement interne est fait. Et on va juste essayer de connecter un certain nombre de capteurs, donc ça peut être plein de choses différentes, donc ça s'appelait le stimulus également, et puis les actionneurs qui sont pour nous les réponses, donc en gros ce qu'on applique sur notre simulation pour que la simulation avance dans le temps. On a quasiment tout le temps une partie hors ligne et une partie en ligne dans cette architecture-là. Une partie hors ligne, donc qui est faite évidemment avant, dont le but va être d'optimiser les paramètres du contrôleur, d'accord. Donc ça utilise une fonction de coût, une fonction de fitness, pour être capable de savoir évidemment quelles sont les valeurs optimales de nos paramètres. Et ces valeurs de paramètres donc, sont utilisées en temps réel, pour le coup, dans le simulateur, pour être capable de faire le calcul correct entre la connexion entre les données et puis la réponse. Comme tout à l'heure, évidemment, la chose que l'utilisateur veut manipuler, ce sont des paramètres de haut niveau. Ça peut être exactement les mêmes que tout à l'heure, hein, vitesse de déplacement, changement d'action, aller à gauche, aller à droite, hein, ça c'est pour des personnages. Donc ça nous donne des entrées. Ces entrées-là sont données au réseau. Et donc la partie hors ligne, le but c'est de calculer les paramètres du réseau qui nous permettent de connecter les données du simulateur. Donc typiquement, pareil que tout à l'heure, hein, c'est typiquement les pauses aux articulations. Et ça permet de connecter ces pauses aux données d'actionneurs qu'il faut générer pour qu'on puisse avoir notre mouvement qu'on veut avoir qui correspondent aux paramètres de haut niveau. Les différents types de réseaux possibles, certaines approches différentes ont été faites. Les toutes premières approches dans ce domaine-là sont assez vieilles, hein, années 90. L'idée était pourquoi plutôt le faire comme ça que basé sur des articulations. L'idée était vraiment d'avoir un mouvement qui est entièrement procédural. Donc de partir vraiment pour le coup de 0-0, donc d'avoir aucune donnée de mouvement. Et être capable de générer du mouvement comme ça depuis rien. Les tout premiers travaux, l'idée était non seulement d'avoir un mouvement procédural, mais l'idée était aussi d'être capable du coup de faire évoluer le modèle lui-même, donc la morphologie de la chose qu'on voulait animer, donc vraiment le modèle lui-même. Donc ça c'est dans les tout premières approches. Des approches un peu plus récentes vont combiner ces approches-là avec de l'optimisation hors ligne, dont le but est évidemment toujours de créer les valeurs des actionneurs. Et ça peut se faire de manière très bien et de manière assez solide, donc d'avoir des simulateurs qui sont très robustes, si c'est fait sur des patterns, sur des mouvements qui sont cycliques. Donc c'est ce qui est fait dans ce qu'on appelle les générateurs de patterns cycliques. L'approche la plus commune quand même reste évidemment l'approche réseau de neurones artificiels, où le but est évidemment dans la même architecture, hein, de calculer les valeurs des actionnaires à partir de l'état courant, où la fonction de seuil est typiquement des sommes pondérées de valeurs de capteurs. Et donc ici on voit dans la vidéo en bas là que le réseau de neurones va évoluer, voilà, des nœuds vont être ajoutés, des niveaux vont être ajoutés, des connexions. Tout ça c'est fait de manière automatique, donc où l'utilisateur n'a pas forcément beaucoup de contrôle sur la signification physique de la création de ces connexions, de ces poids, etc.
Le seul but, c'est voilà, d'être capable de marcher tout droit, à une vitesse donnée, sans tomber, des choses comme ça. Et donc petit à petit, génération après génération, de calcul de ces valeurs et de ces nouveaux sommets, on va avoir un mouvement qui va fonctionner. Des approches un peu plus récentes basées sur des méthodes du coup un peu plus intéressantes de deep learning par exemple. Je vous en évoque une ici, il en existe d'autres. Cette approche-là est basée sur deux réseaux qui sont appris de manière distincte. Un qui travaille à très basse fréquence, 2 Hz, très basse fréquence. Donc c'est-à-dire que c'est très peu souvent recalculé. Donc ça veut dire aussi que ça prend très peu de temps à calculer. Et puis un autre à un peu plus haute fréquence, 30 Hz, c'est pas non plus énorme, 30 Hz. Et puis évidemment on a le simulateur lui-même qui par contre lui fonctionne à très haute fréquence, ça doit être du 1200 Hz. Et le contrôle n'est fait que à soit 30, soit 2 Hz, donc très peu souvent. L'idée de ces deux niveaux hiérarchiques ici, dans ces travaux-là, c'est d'avoir un premier réseau dont le but va être de générer une sortie qui va être l'entrée du deuxième. D'accord ? Donc de le faire comme ça en deux niveaux de manière hiérarchique. Le premier, qui est fait à très peu souvent, donc à 2 Hz, très basse fréquence, son but, ça va être de générer les pieds d'appui. Donc c'est encore un humanoïde bipède qu'on veut animer ici. Donc ça va être de générer les pieds d'appui, pied gauche, pied droit, donc ça s'appelle P0 et P1 là dans les figures, et puis la direction de déplacement générale de l'ensemble du personnage. Donc c'est la flèche rouge qu'on voit entre les deux pieds. Donc le but c'est ça. Donc le but de cette partie de ce réseau-là va être de générer ces positions des pieds et cette direction globale de marche. Les entrées pour faire ça va être, donc c'est l'entrée ici, la donnée haut niveau, c'est le GH, ça va être je veux me déplacer à un certain point, qui a du coup une certaine distance et à un certain angle par rapport à la direction où je me place, je me dirige couramment. Donc il y a un angle, une différence d'angle par rapport à là où je dois aller, là où je vais, et puis une distance à là où je dois aller. La fonction objective, elle va essayer de minimiser cette distance par rapport à la cible, tout simplement. Et puis les données d'entrée qu'utilise le réseau, c'est l'état courant du personnage, donc les angles aux articulations, ou les distances entre le centre de masse et les corps rigides. Et puis la topologie de la carte, donc l'environnement. Donc est-ce qu'il y a des trous, des bosses, etc., etc. Donc la topologie. Et puis ce réseau-là va être appris, et puis va être capable de générer des poses de pieds et de direction qui permettent au personnage de marcher, de minimiser du coup la distance par rapport, donc de se rapprocher de sa cible. On va dire de ça de manière simple. Et puis cette sortie-là, de haut niveau, donc faite calculer très peu souvent, 2 Hz, est passée en entrée du deuxième réseau. C'est du coup le AH, c'est la même chose que le GL, donc la sortie de l'un, c'est l'entrée de l'autre. Et donc celui bas niveau, là, à 30 Hz, qui est calculé un peu plus souvent, lui, son but, ça va être de générer les moments aux articulations, donc les valeurs d'actionnaire, pour le bas du corps. Donc vous le voyez, là, c'est les petits ronds, là, autour des articulations du personnage. Donc ici, ce réseau-là, son but, ça va être de calculer les valeurs des actionneurs à appliquer pour être capable, donc, de faire la fonction objectif ici, qui est faire en sorte de marcher au bon endroit, donc que mes pieds, les vrais pieds de mon personnage aillent bien se placer au même endroit que ceux de ma cible. Et évidemment que la direction de déplacement, donc la flèche rouge, aussi s'aligne de la même manière. Ce que ça utilise comme données, c'est uniquement l'état du personnage, donc en gros l'état cinématique du personnage. Donc ça prend cet état-là, ça prend la cible, et ça apprend à générer les moments à appliquer aux articulations pour faire en sorte que notre personnage prenne la bonne pose et pose ses pieds au bon endroit. Et donc quand on a tout varying width by providing step targets to the low-level controller.
Quand tout ça est appris, Although the on a footstep-based donc goals that the high-level controller ce genre de choses provides qui to the fonctionnent low-level correctement. Donc on controller demande are à un personnage, unattainable, donc dans un the environnement physique, high-level de se controller learns déplacer to de manière specify successive goals that à certaines elicit the positions. Donc c'est la desired grande behavior barre from the verticale low-level que vous voyez, qui est controller. la position où doit se déplacer le personnage. Using the same Et donc du coup, input le features, personnage a new s'y high-level déplace. controller is Et trained to vous voyez, navigate alors through peut-être an pas très bien sur environment la vidéo, consisting of les tall petites flèches et pillar les obstacles. petits pas gauche et droit qui sont générés par le réseau de haut niveau. Et donc comme ça, on est capable d'avoir un personnage qui se déplace dans un For this environnement. task, the On height peut map aussi du input coup feature is avoir exchanged for a velocity l'environnement qui map change, of qui est the dynamique, obstacles. puisqu'il est After utilisé training, par the le high-level contrôleur au niveau, controller là, par has le learned réseau to au niveau. navigate to Et the donc du coup, le target personnage va while aussi avoiding éviter moving obstacles. les obstacles, parce que taper dans un obstacle, In évidemment, this soccer dribbling task, the high-level controller has learned to donnerait perform un a échec, sequence of subtasks in et the donc correct order. empêcherait d'aller It dans la bonne learns to direction de la first cible. take Donc du coup, possession of the ball, le réseau then a to appris dribble the que ball taper towards the target. dans un obstacle empêcherait d'aller dans la Once bonne the ball direction. has reached the Et donc, du target, coup, c'est it pour ça learns qu'il to il circle the évite ball le while maintaining some Donc ici, distance to autre avoid exemple où perturbing the le ball away personnage from doit the target. amener un ballon à un endroit donné, et donc il apprend qu'il faut qu'il se place derrière pour qu'il puisse l'amener au bon endroit, etc., etc. When the ball Voilà is ce que peut faire replaced ce with a genre cube, the d'approche controller is là still able to pour solve de the la task. simulation basée physique. Petit résumé sur l'ensemble de ces approches-là. Ce qui est bien pour cette approche-là, c'est que ça permet de générer finalement le contrôleur lui-même est généré, donc on n'a pas besoin de trop réfléchir à comment l'implémenter dans le détail, puisque finalement c'est fait de manière un peu automatique par de l'apprentissage, et que par conséquent le mouvement est aussi généré par la génération automatique du contrôleur. Donc l'approche génère le contrôleur et du coup aussi génère le mouvement du contrôleur. Donc ça c'est bien, parce que du coup il y a beaucoup de choses qui sont faites sans avoir à trop avoir à faire de choses soi-même, donc de décrire de mécanismes soi-même. Donc évidemment en contrepartie que l'apprentissage fonctionne correctement. Les résultats actuels donc laissent un peu à penser que ça marche plutôt bien pour certaines applications, mais que l'architecture qu'on va voir juste après, qui est de l'optimisation par dynamique contrainte, va être un peu plus efficace sur le même genre de problème. Parce que ces approches-là vont être un petit peu restrictives pour des tâches qui vont être assez complexes, qui vont faire intervenir de demander plusieurs choses très différentes à faire au personnage, à la chose à animer. Le fait que le contrôleur fonctionne correctement nous demande de spécialiser pas mal notre contrôleur, et donc du coup finalement le réseau de neurones pour faire son apprentissage, il va l'apprendre en fonction de ce qu'on lui demande de faire, et il est vraiment très limité à ça, et il peut pas faire grand chose d'autre que ça. Donc c'est un peu restrictif du coup pour pouvoir faire beaucoup de choses différentes. Et de la même manière que comme on n'a pas un contrôle très précis finalement de ce qu'il fait et ce qu'il a le droit de faire, ça va être aussi un petit peu trop flexible pour être capable d'avoir vraiment du mouvement qui est très très optimal par rapport à une tâche qui serait très 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 précise. Donc du coup cette approche-là n'est ni bonne pour faire un peu de tout, ni bonne pour faire quelque chose de très précis. Donc c'est un petit peu du mal à trouver sa place, à trouver des cadres applicatifs qui sont vraiment bien faits pour ça. On va passer du coup à la troisième conception, troisième architecture, qui est l'optimisation de dynamique contrainte. Donc où le but est de calculer des valeurs optimales d'actionneurs. Et cette fois-ci d'actionneurs. Hein, donc voilà. Et ce sont des valeurs optimales et pas des valeurs comme la première architecture, hein, ça ne calculait pas des valeurs optimales d'actionnaires, ça calculait des valeurs d'actionnaires, ça calculait les valeurs d'actionnaires qui permettaient de compenser les erreurs qu'on avait trouvées jusqu'à présent, enfin qu'on constate actuellement. Là, l'architecture qu'on va présenter, ça va calculer les valeurs optimales, en fonction de critères d'optimalité, évidemment, et ça va les appliquer. Le but ici, donc l'architecture globale, vous la voyez, on a encore une fois la seule et unique donnée de l'utilisateur qui est j'ai des contrôles de paramètres au niveau, qui peuvent être encore une fois exactement de la même manière, je veux me déplacer, je veux faire cette action-là, je veux aller plus ou moins vite, etc. etc. On a un composant dont le but est de calculer les objectifs et les contraintes en fonction de ces paramètres au niveau et en fonction de l'état actuel de la simulation.
D'accord, donc on spécifie les objectifs et les contraintes. Alors c'est surtout les objectifs, hein, parce que les contraintes sont énormément, sont assez fortement soumises par l'environnement du simulateur lui-même. Donc c'est surtout les objectifs qu'on met à jour. Une fois que ces objectifs et ces contraintes sont calculés, on les passe dans une optimisation, dont le but est de calculer les valeurs des actionneurs à appliquer pour que les objectifs pour pouvoir calculer les valeurs qui permettent de remplir les objectifs tout en respectant les contraintes. Voilà. Alors cette grosse architecture-là, elle est faite soit en hors ligne, complètement hors ligne, donc on va faire l'optimisation complètement hors ligne, soit elle peut être faite partiellement, au moins en ligne. Donc on va avoir différentes approches, mais dans tous les cas, le problème de base, ça va être de trouver les valeurs des actionneurs, ici par exemple, donc les taux ici, l'ensemble des actionneurs, qui permettent de remplir les objectifs qui sont sujets à, donc les N objectifs ici, qui sont sujets à un certain nombre de contraintes, les M contraintes ici. Les contraintes, donc les contraintes CI ici, vont représenter tout ce qui est de l'ordre du comportement de la simulation. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément des choses sur lesquelles on a beaucoup de pouvoir dans la partie contrôle. C'est surtout imposé par le simulateur lui-même. Donc, ils sont les équations du mouvement. Donc, voilà comment tout ça fonctionne. Somme des forces égale MA, etc., etc. Les forces d'interaction, donc la gestion des collisions, tout ça, c'est là-dedans. Les limites cinématiques. Donc, est-ce que dans mon articulation, j'ai une limite ou pas, ou je fais ce que je veux. Les limites dans la dynamique. Enfin, voilà, tout ça. Donc, ça représente, en gros, le fonctionnement du simulateur. Et en gros, ça représente nos contraintes. Les objectifs, eux, par contre, ça, il faut vraiment les définir en fonction de ce qu'on veut avoir comme mouvement. Donc ça représente les propriétés du mouvement que l'on veut avoir. Donc typiquement, du coup, ça se traduit par avoir à écrire des fonctions de coût à optimiser. Alors minimiser, maximiser, c'est pas important. En général, on aime bien les écrire d'une manière dont on doit les minimiser. Et puis évidemment, ces fonctions de coût, ces différents objectifs vont être pondérés, et même à l'intérieur d'un objectif, on peut avoir plusieurs termes, et les termes peuvent être aussi pondérés de manière différente. Quelques petits exemples d'objectifs assez classiques dans la simulation en particulier de mouvements d'humanoïdes, de bipèdes, de respecter l'équilibre. D'accord ? Donc comme on n'a pas de composant dans notre contrôleur qui est dédié à faire ça, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans l'architecture numéro 1, et bien du coup on va l'écrire dans notre fonction objectif. Comme ça on va calculer des forces et des moments qui vont nous permettre de respecter l'équilibre, sans avoir nécessairement un composant qui est dédié à ça. On va l'écrire dans la fonction objectif. Comme ça, les moments et les forces vont les respecter, vont faire en sorte que l'équilibre sera respecté. Pour pouvoir respecter l'équilibre, on peut imaginer différentes métriques. On peut calculer la hauteur, donc l'altitude du centre de masse de notre personnage. Et puis on veut qu'il reste au-dessus d'une certaine altitude, d'un certain seuil. Dès qu'on passe en dessous, on imagine qu'il est tombé. On peut regarder la distance entre le projeté de notre centre de masse et puis le centre du polygone de support de notre créature. Ça doit, si vous avez fait le cours correspondant d'animation en M1 l'année dernière, ça va vous dire quelque chose évidemment. Et puis on peut imaginer plein d'autres définitions du respect de l'équilibre. Autre exemple, la distance qui a été parcourue par le personnage dans un certain laps de temps, ou la vitesse moyenne du coup du personnage. Du coup, quand on dit du personnage, on peut prendre du centre de masse du personnage pour choisir quelque chose. Ça, du coup, ça va essayer, par exemple, par contre, on peut pouvoir le maximiser, évidemment, la distance parcourue. Essayer de faire en sorte qu'il ait fait le plus de distance possible dans un laps de temps. Donc ça permet d'avoir une vitesse la plus grande possible. On va pouvoir aussi, évidemment, utiliser quand même un mouvement de base, même si on n'en a pas forcément strictement scientifique l'utilité. On peut très bien avoir quand même un mouvement de référence et on veut faire en sorte que les données des actionneurs produisent un mouvement qui est plus ou moins proche de quelque chose de référence. D'accord ? Ça aide quand même énormément, évidemment, l'optimisation, d'avoir un mouvement de référence sur lequel se baser, va évidemment aider à trouver une solution beaucoup plus rapidement. Donc que ce soit le suivi de la cinématique, donc les angles aux articulations, mais ça peut être autre chose, on n'est pas obligé de suivre le mouvement en tant qu'angle aux articulations. On peut essayer de faire en sorte que par exemple les appuis soient les mêmes, juste les appuis. Il n'y a pas besoin que l'angle du genou de la hanche soit les mêmes.
tant que le personnage pose le pied droit, puis le pied gauche, puis le pied droit, puis le pied gauche, et que ça dure plus ou moins de temps, et que la répartition des forces sur les pieds est correcte, etc., peut-être que ça nous suffit. Etc., etc. On peut se baser sur des moments angulaires aux articulations, et non plus les angles, mais les moments qui sont à produire, etc. On peut imaginer plein de valeurs différentes qui décrivent un mouvement, mais pas forcément les angles. On peut de manière un peu plus abstraite, plus haut niveau, essayer de suivre une direction de déplacement. Donc, est-ce qu'on veut se déplacer tout droit? Est-ce qu'on veut tourner un petit peu vers la gauche, vers la droite? Est-ce qu'on veut produire un mouvement où on tourne à 90 degrés, donc de manière progressive? Donc voilà, donc ça peut être des choses comme ça. Quelque chose qui est assez important, qui est quasiment tout le temps inclus dans la fonction, c'est la minimisation de l'énergie ou de la fluidité du mouvement. En gros, d'essayer de faire en sorte que le principe du moindre effort est respecté. Parce que c'est un principe qui est plutôt assez vrai dans la nature. C'est que lorsqu'on marche ou lorsqu'on fait n'importe quel mouvement, on va essayer de le faire d'une manière qui nous demande le moins d'énergie possible. On est feignant par nature. Et donc du coup, lorsque l'optimisation va essayer de trouver une solution, et qu'elle en a évidemment une infinité devant elle qui vont produire le même mouvement, et ben elle va pouvoir peut-être choisir celle qui permet de s'économiser le plus. D'accord ? Donc du coup, ça c'est vrai que c'est un terme qui est très 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 souvent inclus dans les fonctions objectives. Donc ce qu'on peut minimiser, c'est ou bien tout simplement les moments eux-mêmes, les moments qu'on va appliquer, hein, les valeurs d'actionneur. Alors c'est pas forcément d'ailleurs les moments, c'est on va dire les valeurs d'actionneur. Donc que ce soit les moments, les forces musculaires, voilà, les forces virtuelles, on peut essayer de minimiser tout ça. On peut aussi regarder du coup l'étape d'après, qui est l'accélération angulaire, parce que donc, quel que soit l'actionneur qui est utilisé, finalement le mouvement va produire un changement d'angle, et donc du coup les angles vont changer dans le temps, donc ça va produire des accélérations angulaires. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que quel que soit du coup l'actionneur qui est utilisé, c'est d'essayer de minimiser l'accélération des angles pour essayer de minimiser l'énergie. On peut aussi imaginer, lorsqu'on a une tâche qui est d'aller quelque part précis, un petit peu comme c'était fait tout à l'heure dans l'exemple du réseau de neurones, hein, c'est d'essayer de minimiser une distance par rapport à une cible. Donc qu'elle soit globale, donc c'est aller quelque part, ou qu'elle soit locale au personnage, donc c'est de faire rapprocher un corps rigide d'un autre corps rigide, par exemple, quelque chose comme ça. Par exemple, pour taper des mains, on va essayer de faire en sorte que les deux mains soient le plus proches possible à un moment donné, et puis s'écartent, et puis se rapprochent à nouveau, etc., etc. Un petit peu comme on le ferait en cinématique inverse. On peut essayer aussi d'avoir une symétrie, une cyclicité du mouvement. Ça, c'est quelque chose qui est bien voulu en général, parce qu'on veut, par exemple, quand on fait de la marche ou de la course, évidemment, ce sont des mouvements qui, par nature, devraient être cycliques et symétriques. Et on peut essayer de faire en sorte que les moments, les valeurs d'actionnaire qui vont être calculées par l'optimisation, vont faire en sorte que effectivement le mouvement qui est produit sera symétrique et cyclique. Comme ça, on pourra l'utiliser de manière indéfinie ensuite dans notre simulateur temps réel, et on pourra avoir des mouvements infinis de marche et de saut, etc. et de course. Quelque chose qui s'avère aussi être assez effectif, donc qui fonctionne bien, c'est de stabiliser la tête et les appuis. On s'aperçoit dans la vraie vie, dans la nature aussi, et en particulier chez les humains, que l'humain a tendance à ne pas trop bouger sa tête, surtout verticalement. Sinon ça le rend malade en fait, tout simplement. Donc du coup on peut très bien imaginer que dans notre fonction de coude, essayer de faire en sorte que la tête ne bouge pas trop dans l'espace, et ça nous permet d'obtenir assez facilement des mouvements qui sont plutôt du coup un peu plus assez naturels grâce à ça. De la même chose, les appuis au sol, hein, donc c'est les collisions entre les pieds et le sol. Plus ces appuis sont stables, plus on va être aussi capable d'avoir un mouvement qui va être réaliste et robuste à ce qu'on lui demande de faire. Entre parenthèses, là, on peut également aussi demander évidemment au personnage d'essayer d'éviter de faire des collisions entre certains segments. Par exemple, si vous avez une créature qui a 6, 8, 10 pieds, évidemment, il va être plus réaliste d'essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas de collision lorsque la créature va marcher,
qu'elles ne croisent pas les jambes, qu'il n'y a pas de deux jambes qui passent l'une entre les autres. Donc du coup, on peut mesurer ça en termes de nombre de collisions, ou le nombre de pas de temps où il y a eu des collisions entre deux segments, et on va essayer de minimiser ce nombre de collisions-là. Donc on peut tout à fait inclure ça dans notre fonction objectif. Voilà, donc ça, ce sont quelques idées, quelques propositions de choses qui sont faites assez classiquement lorsqu'on veut faire de l'optimisation d'actionneurs, et qu'on doit avoir des tâches, des contraintes, des objectifs pardon, à indiquer à notre fonction de coût. Le principe d'optimisation, lorsqu'on se place encore une fois, on n'oublie pas, on est dans le cadre d'une simulation interactive et temps réel. C'est un peu le cadre de cette partie de l'UE là. Évidemment, on pourrait imaginer faire en complètement hors ligne, d'ailleurs c'est fait par beaucoup d'approches, beaucoup de gens, hein, de passer des heures et des heures à calculer hors ligne les valeurs des actionneurs qui permettent d'avoir un mouvement optimal, en fonction des critères typiquement des critères qu'on vient de donner. L'idée ici, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire ce genre de choses-là, mais dans un système temps réel. Alors, typiquement 3 approches. D'être capable de décrire les objectifs, donc typiquement ce qu'on vient d'écrire, d'une telle façon qu'une optimisation peut être faite en un pas de temps. Donc ça dépend de la fréquence d'optimisation, mais on imagine entre 500 et 2000 Hz. Donc ça veut dire que l'optimisation, elle doit être faite en quelques millisecondes. C'est pas forcément très évident. On peut pas faire grand chose en quelques millisecondes. C'est pas facile de faire beaucoup d'optimisation. Mais si on a très peu de paramètres à optimiser et que les objectifs sont très simples, on peut peut-être imaginer faire quelque chose. On peut également essayer d'effectuer des optimisations hors ligne et de les utiliser ensuite pour faire du guidage de l'animation en temps réel. Ça c'est fait beaucoup aussi du coup. Donc on les passe ces quelques heures à faire du calcul hors ligne. Ça nous calcule des valeurs d'actionneurs à appliquer, et ensuite on fait une chose une architecture un petit peu hybride avec la première approche, la première architecture, hein, où on va utiliser ces valeurs d'actionneurs en temps réel, mais on va s'autoriser à les modifier en fonction d'événements qui vont se produire en temps réel, tels que des actions demandées par l'utilisateur, ou bien des perturbations externes non prévues. On peut également essayer d'optimiser un petit peu le modèle. Donc on va essayer de simplifier le modèle à animer, et d'essayer de faire l'optimisation sur un laps de temps limité. Ce qui prend évidemment du temps à faire dans l'optimisation, c'est quand on a beaucoup de paramètres, quand on a beaucoup de temps de simulation à faire, et que la chose qu'on doit simuler est très compliquée. Donc c'est ça qui prend beaucoup de temps. Donc si on veut essayer de rendre les choses plus rapides, eh bien, on peut essayer d'avoir un modèle beaucoup plus simple, donc très simplifier le modèle physique, hein, ça veut dire le modèle physique. On peut essayer de limiter le temps qui est optimisé, donc la fenêtre de temps. Et puis on peut essayer d'avoir des objectifs et une méthode d'optimisation qui est assez rapide. Donc quelques petits exemples de tout ça. Ici un exemple de ce qui est fait lorsqu'on fait de l'optimisation qui est immédiate, très rapide, sur quelques pas de temps. Et donc ici on a un personnage qui est capable de faire à peu près tout ce qu'il est supposé faire. Où on n'a pas de planification dans le temps, où c'est chaque pas de temps de simulation qui va être optimisé de manière très rapide, très simple, de telle sorte que le personnage fasse bien ce qu'il est supposé faire.
Donc aussi dans la deuxième approche qui est de précalculer différents mouvements ou différentes valeurs d'actionneurs. Donc là, ce sont les trajectoires, ce sont pas les valeurs d'actionneurs, ce sont les trajectoires qui sont préoptimisées et qui vont être adaptées en temps réel, en ligne, par une utilisation en ligne sur tout le mouvement. Donc il y a des choses qui sont faites hors ligne, qui sont précalculées, et ensuite des choses qui sont refaites en temps réel pour adapter exactement à ce qu'on demande, à, exactement aux demandes actuelles, ce qui a été précalculé. Et puis, il y a aussi des méthodes qui vont faire de la petite prédiction, enfin, donc sur du modèle simplifié. Donc là, on a un modèle très très simplifié, on a juste le personnage qui est uniquement représenté par son centre de masse et ses appuis. Et c'est la trajectoire de ce centre de masse qui va faire l'objet de prédiction et d'optimisation. Et donc c'est ça qui est fait donc sur un pas de temps très petit, puisque ça va juste uniquement le faire jusqu'à ce que le personnage pose son prochain pied d'appui. Donc la fenêtre, elle est très limitée dans le temps, parce qu'elle est jusqu'à ce que le personnage pose son prochain pied. Et donc ça fait de l'optimisation sur cette fenêtre de temps-là. Ok.
Petit résumé sur ces approches-là, donc de contrôle par optimisation. Ça incorpore, donc ce qui est bien, c'est que ça incorpore de manière explicite les équations du mouvement. Donc il y a un lien très fort entre le contrôle et la simulation, puisque les contraintes de l'optimisation sont comment fonctionne le simulateur. Donc du coup, on est sûr et certain que tout bien est respecté. Il y a un lien très fort entre les deux. Par contre, c'est assez quand même difficile à implémenter. Donc ces optimisations, c'est des processus qui sont pas faciles à comprendre et à coder. C'est du coup en général assez lent à exécuter. Alors ça dépend évidemment si le but est de le faire hors ligne, en ligne, avec un modèle très simplifié ou pas. Donc ça peut pas, c'est pas vraiment une généralité. Mais évidemment, dès qu'on a l'optimisation, on a quand même on se heurte au problème de la lenteur d'exécution du processus d'optimisation, puisque par défaut, c'est un processus long, puisqu'il faut essayer plein de choses, il faut aller dans plein de directions pour obtenir l'optimal, par définition. Donc évidemment, on est toujours bloqué, on arrive toujours à ce problème-là. Donc ça grandit avec le nombre d'objectifs, ça grandit avec le degré de compétition. La complexité du personnage, donc le nombre de paramètres en gros à optimiser, le nombre de contacts externes, enfin, ça grandit avec plein de choses, donc c'est assez difficile à mettre en œuvre. Et le problème, c'est qu'une fois que ça a été fait tout ça, et qu'on y a passé des heures et des heures à faire cette optimisation, en général, ça a été très optimisé pour ça, pour ce qu'on voulait, et donc du coup ça veut dire que c'est du coup assez peu flexible à la capacité de faire autre chose. Donc finalement, on l'a optimisé pour un mouvement particulier et un personnage virtuel particulier, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser pour faire autre chose. Donc on y a passé beaucoup de temps pour le spécialiser, pour que ça fonctionne pour ça, et ça ne peut pas faire beaucoup de choses d'autres. Donc du coup, si on veut faire autre chose, il faut repasser pas mal d'heures à optimiser pour faire autre chose. Donc du coup, c'est très très bien lorsqu'on veut faire des choses très précises, mais évidemment, lorsqu'on veut l'utiliser pour un environnement où on a assez peu d'a priori et où pas mal de choses non prévues peuvent arriver, ça va marcher beaucoup moins bien. Voilà, donc c'était tout pour ce cours sur cette partie-là, et vous allez pouvoir maintenant enchaîner sur les TP où vous allez pouvoir mettre en pratique un certain nombre de choses qui ont été décrites ici.